Voilà, ce fameux jingle que la plupart d'entre vous connaissent. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, à ceux qu'on a vus hier, à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette deuxième journée du congrès. Nous sommes à peu près à l'heure, c'est formidable. Je vais sans plus attendre laisser la parole à notre animateur du jour et de cette table ronde numérique, Philippe Vidal, qui est maître de conférence HDR en géographie, aménagement et urbanisme. Sur cette table ronde, l'envers du décor numérique. Voilà, je vous passe la parole, je vous laisse gérer votre table ronde. Je reviendrai à la fin pour vous donner quelques consignes, un petit mode d'emploi pour ceux qui ne le connaîtraient pas et 2-3 informations. Bonne table ronde, à tout à l'heure. Merci Monsieur Duval. Donc effectivement, bonjour à tous. Donc je suis universitaire, géographe et je travaille globalement sur ces questions de numérique territorial, c'est-à-dire le numérique qui a à voir avec le croisement de l'espace, du territoire, des habitants qui y vivent, etc. Donc je vais introduire le thème de la table ronde qui s'intitule donc l'envers du décor numérique, quelle ville intelligente et durable, en commençant par dire qu'est-ce que c'est que le numérique finalement. Donc le numérique, c'est une collection d'outils, de services, d'infrastructures, d'équipements, d'usagers même, qui se mettent donc au service de la ville. L'idée, c'est que le numérique puisse mieux faire fonctionner l'urbain, améliorer sa ville, rendre la ville plus intelligente, rendre même plus intelligible parfois pour les habitants qui y vivent, pour les travailleurs qui exercent leur métier, pour les touristes qui la visitent temporairement, pour les personnes fragiles qui peuvent aussi en faire l'expérience et parfois une expérience douloureuse. Donc effectivement, en ce sens, le numérique est censé se mettre au service d'une ville plus efficace et en même temps plus humaine, plus économe et en même temps plus riche de services de proximité, plus sécurisée et en même temps toujours plus inclusive. Bref, beaucoup de vertus sont données à cette ville intelligente. Alors, on va discuter aujourd'hui de tout le contraire en fait, des difficultés, des contraintes, des problèmes, des désordres que le numérique et le projet urbano-numérique génèrent parfois malgré lui. Donc cette table ronde, elle va s'organiser en 4 séquences qui laissera à chacun de nos participants qui se présenteront lors de leur première prise de parole l'occasion de se positionner sur cet envers du décor du point de vue évidemment écologique et environnemental, du point de vue également social. Est-ce que les habitants sont lost in transition? Est-ce qu'ils sont perdus dans ces transitions énergétiques et numériques? Est-ce que l'envers du décor territorial n'est pas aussi une question qu'on peut se poser, notamment quel est le véritable périmètre de la Smart City? Donc là, c'est plutôt le géographe aménageur qui parle. Et une dernière ouverture qui sera une ouverture prospective où il ne s'agira pas de penser la ville de demain, comme c'est le cas par exemple à Confluence, mais plutôt d'après-demain. Donc là, on va faire un effort de projection à 20 ans pour voir effectivement si cet envers du décor promet un horizon radieux pour l'urbain métropolitain. Donc je vais directement commencer par l'envers du décor écologique qu'on a intitulé « Les transitions du local au global » pour passer la parole à M. Pitron, qui est donc auteur d'un ouvrage à fort succès. Il le présentera. Un ouvrage sur les métaux rares et qui après l'avoir lu, peut résonner comme une semonce pour dire attention, il y a de vrais enjeux autour des métaux rares qui sont en train d'émerger fortement et il faut vraiment prendre en compte ces enjeux-là. Donc la question que j'ai envie de poser à M. Pitron, une fois qu'il aura présenté un petit peu son livre, c'est finalement votre livre, est-ce qu'il a servi aussi de prise de conscience, notamment de la part des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, de l'importance de ces métaux rares? Merci de m'inviter. J'ai été présenté, je suis journaliste, réalisateur. J'ai écrit un livre au début de l'année sur ces nouvelles matières premières qui sont indispensables pour notre transition énergétique et numérique, puisqu'il faut du numérique pour notamment les villes intelligentes, les villes durables, pour l'efficacité énergétique. Et en fait, j'ai analysé ce qu'on pourrait considérer comme étant un angle mort de cette transition, parce que nous vivons dans un monde plus vert, plus dématérialisé, mais pour réaliser ces technologies, pour les développer, pour les industrialiser, il faut des ressources. Et cette transition numérique est une transition métallique.
il faut des quantités colossales de matières premières, non pas de pétrole ou de charbon, ça c'était le monde d'avant, mais de métaux abondants, de métaux rares, qui sont des métaux qui sont présents dans l'écorce terrestre, mais dans des proportions infiniment moindres que les métaux abondants. On ne sait pas forcément ce que c'est les métaux rares, mais c'est le tungstène, le cobalt, le gallium, l'indium, les terres rares extrêmement importantes. Et la question que je me suis posée pendant plusieurs années d'enquête, en voyageant dans une douzaine de pays, c'est mais où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux ? Et puis, est-ce qu'il y a des coûts environnementaux, sanitaires, associés à l'extraction, au refinage de ces matières premières ? Qui tient ces matières premières ? Quels sont les pays qui sont en train de devenir les nouvelles Arabies saoudites des métaux rares ? Et quels sont les enjeux industriels et géopolitiques derrière tout cela ? Et donc, c'est un petit peu cette phase B, si je puis dire, l'envers du décor, que j'ai essayé d'analyser, de décortiquer. Et quand on regarde notre transition numérique sous cet angle-là, je crains qu'on arrive un petit peu aux résultats inverses à ceux qui étaient espérés. Parce qu'il y a un coût écologique considérable, qui n'est pas évoqué, mais de l'extraction de ces métaux rares, et donc des technologies numériques. Alors, les technologies numériques, c'est impalpable, c'est le cloud. Mais derrière cela, il y a des matières premières, c'est très très matériel comme enjeu derrière l'immatériel. Il y a une matérialité de l'invisible. Et donc, il y a des enjeux environnementaux que j'ai pu constater notamment en Chine, qui est l'un des principaux pays extracteurs de ces matières premières, avec tout son lot de dégâts environnementaux générés par l'extraction des minerais, leur raffinage, les impacts sanitaires que cela peut avoir. Constat terrible, mais pour faire du verre, il faut faire du propre, il faut faire du sale en amont. Et pour faire du renouvelable en amont, il faut des matières premières qui ne sont pas renouvelables. Pour faire du immatériel, en réalité, il y a une intensité matérielle pour ces technologies dites immatérielles et une intensité énergétique qui est extrêmement forte. Donc voilà, il faudrait faire attention à ce que nous n'enfantions pas d'un monde qui serait en tout point opposé à celui que nous rêvions de créer. Bien sûr. Donc, finalement, les pouvoirs publics, est-ce qu'ils ont pris conscience du problème ? Alors, moi, j'ai écrit un livre en pensant qu'il serait lu par 50 personnes. Et heureusement, par chance pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a eu beaucoup plus d'écho que ce que je croyais. Et du coup, j'ai été beaucoup invité à parler de ce sujet auprès des parlementaires français, européens, et même à l'Élysée, où j'ai été invité par plusieurs conseillers du président, ou bien également dans certaines sphères de l'administration française. Et ce qui m'est apparu depuis 8 mois que je parle de ce sujet-là au niveau de l'État, plutôt au niveau national, c'est que le sujet est considéré comme étant important, et voire même un sujet géopolitique, industriel, écologique majeur. Et mis à part quelques voix dissonantes, dans l'ensemble, à 99% des cas, au niveau de l'État, moi, j'ai eu le sentiment que mes interlocuteurs prenaient conscience de ce sujet qui allait être un des grands sujets de débat des années qui allaient arriver, des décennies qui allaient venir. Néanmoins, c'est un sujet qui paraît encore très long dans le temps. Je veux dire, c'est pas demain que la prise en compte de ce problème va bouleverser nos équilibres. C'est peut-être dans 10 ou dans 20 ans que ça va davantage se cristalliser. Et donc l'action de l'État n'est pas... personne ne considère que l'action de l'État doit être imminente et que ces questions de matières premières pour notre transition numérique est à placer en priorité de notre agenda. Donc au niveau national, pour résumer, oui c'est important, mais non, c'est pas demain, mis à part peut-être sur des questions d'économie circulaire qui là pour un coup est plus importante, mais ce n'est pas demain que cette question sera vraiment à l'agenda politique. Merci. Les transitions numériques, les transitions énergétiques, c'est souvent les pouvoirs publics locaux qui sont au contact du terrain. Donc, Monsieur Valentin, vous êtes responsable du développement durable et innovation à SPL Confluence. C'est un endroit qui est un endroit de démonstration technologique, hein, et donc qui développe une énorme gourmandise numérique. Donc, quand on le visite, on voit des expérimentations, Navia, Girouette, etc., etc. Est-ce que finalement une ville intelligente, de votre point de vue, compte tenu des questions, notamment autour des métaux rares que ça pose, c'est pas aussi une ville qui plaiderait pour une sorte de sobriété numérique, digitale, et donc qui aurait une approche un peu plus, pas modeste, mais un peu plus responsable finalement de ce déploiement technologique? Bonjour. Évidemment, c'est un objectif qu'il faut qu'on se donne, d'autant que la démarche qui est engagée à Confluence, elle a été initiée d'abord dans le cadre d'une démarche de développement durable. Et si on arrive à utiliser les outils du numérique, c'est d'abord pour servir cette cause, cet objectif du développement durable. C'est la première chose qu'il faut garder en tête.
à chaque fois qu'on mène une action, il faut se poser la question de ses conséquences. Sur le bâtiment, par exemple, le calcul du bilan carbone est quelque chose qui est extrêmement important. On a d'abord voulu réduire la consommation énergétique du bâtiment, mettre en place de l'énergie renouvelable, et puis ensuite on s'est dit, bah tiens, le bilan carbone finalement, est-ce que c'est pas plus simple d'éco-rénover ? Donc sur le numérique, sans doute qu'il faut aller plus loin. On n'a pas mis en place d'indicateurs pour savoir effectivement quel était l'impact de cette couche numérique. Alors, vous parlez de gourmandise technologique, c'est pas notre approche. Enfin, en tout cas, on essaye de ne pas être trop gourmand. Je me permettrais de relativiser un petit peu. Enfin, disons que la question du numérique ne se pose pas réellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en droit aujourd'hui de se poser de la question de savoir si on va dans le numérique ou pas. Le numérique s'impose à nous. Je reviens le petit dessin tout à l'heure. Effectivement, tout le monde est sur ses tablettes et le fait qu'on utilise cet outil pour la ville, pour rendre la ville plus sobre, plus efficace, finalement, ça reste presque un épiphénomène par rapport à la consommation incroyable qu'on a tous de nos ordinateurs et de nos tablettes. Donc, ajouter cette couche numérique, il faut bien garder en tête que c'est pour servir une cause, un objectif, qui est sur Confluence et puis dans beaucoup d'autres projets, l'objectif de développement durable. Et puis sans doute, moi j'en tiens l'idée d'ajouter un indicateur, mais effectivement, si c'est simplement les gens qui s'intéressent à la ville intelligente qui utilisent cet indicateur, ça va avoir un impact relativement faible par rapport à la croissance incroyable de consommation d'outils numériques. Mais je retiens l'idée de cet indicateur parce que peut-être qu'on peut être déclencheur de quelque chose en suivant votre appel. Oui, tout à fait, d'autant que vous êtes aussi un lieu, donc vous êtes beaucoup un lieu de démonstration, et donc à ce titre-là, vous n'avez pas tout à fait la même position qu'un usager qui lui va consommer du numérique, et vous êtes aussi là pour démontrer un certain nombre de choses et peut-être aussi une approche très éco-responsable du développement urbano-numérique. Mais on a ici un représentant d'une certaine façon de l'État, avec M. Eddy Alix, qui est donc chef de projet plan de transition numérique dans le bâtiment. Vous êtes concrètement, vous êtes là pour faire en sorte que la filière construction construise vite et bien. Est-ce que vous prenez aussi en compte cette question de la sobriété digitale dans les préconisations sur lesquelles vous travaillez? Oui, bonjour. Écoutez, alors oui, la position du plan de transition numérique dans le bâtiment, déjà la cible de ce plan, hein, ce sont les TPE et les PME, donc notre vocation c'est d'accélérer cette transition numérique au service de la transition énergétique, hein, c'est bien l'objet, mais notre but est bien de faire de telle sorte que l'ensemble des acteurs de la filière s'approprient le plus rapidement possible, mais dans les meilleures conditions, en ayant effectivement les compétences pour le faire, les outils effectivement d'aujourd'hui, de demain, qui vont contribuer à l'échelle d'un bâtiment à construire effectivement. Moi, je vais commencer par mieux parce que c'est la qualité quand même qui prime, puisque là, c'est la frontière avec ceux qui habitent ces futurs logements, ces bâtiments, qui y travaillent. Et puis ensuite, bien plus vite, oui, parce qu'on y reviendra peut-être. Malgré tout ce qu'on peut en penser, on imagine la ville de demain comme quelque chose effectivement non pas diffus, mais au contraire de concentré, avec énormément de population qu'il va falloir loger, et puis moins cher. Je dirais que pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Si on peut faire tout ça en étant moins cher qu'aujourd'hui, on aura gagné notre pari. Donc voilà, alors la position, la sobriété digitale chez nous. J'ai du mal à vous dire oui, parce que ce qui nous préoccupe déjà, c'est effectivement de faire de telle sorte, comme je l'ai dit, que ces outils-là, ils existent et qui répondent à un vrai besoin des acteurs, dont la vocation est bien effectivement de bâtir la ville d'aujourd'hui et se projeter dans la ville de demain. Donc voilà, il est à mon sens encore un peu trop tôt pour mettre des freins supplémentaires. Et il y en a déjà un certain nombre. La conduite du changement, donc ça c'est une autre chose. On parle d'humain, on parle de collectif, on parle d'ingénierie concurrente, donc on est plutôt effectivement dans quelque chose qui finalement
existe depuis tout le temps, mais qu'il nous faut retrouver au service, j'allais dire, justement, de la transition énergétique et du numérique. C'est le collectif, l'intelligence collective. Et c'est vrai que le BIM, la maquette numérique, ce sont des outils, mais ce qui prime, ce sont également des données qui vont nous permettre de simuler. Et là, je vais directement sur l'expérimentation plus c'est moins. Voilà, on veut aussi l'objectif, c'est aussi de s'assurer que l'ensemble des personnes, dès le départ, puissent se poser, comme j'imagine ça devait exister à un moment, les bonnes questions. Tout problème a une solution, hein, donc c'est peut-être une phrase bateau, mais je la précise tout de même. Le numérique, pour terminer, c'est vertueux, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine, mais c'est en aucun cas miraculeux. C'est-à-dire que voilà, on va donc sobriété digitale. J'aurais tendance à dire que oui, ça sera peut-être dans un second temps, mais notre priorité dans l'immédiat, c'est que quand même, sur le chantier, les compagnons, les ouvriers puissent avoir des tablettes ou autre chose, mais voilà, qu'ils travaillent avec les outils d'aujourd'hui. Ok, merci. Donc, en fait, je résume un petit peu avec une autre phrase assez populaire. J'ai l'impression que par rapport aux réponses qu'on a eues jusqu'à présent, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Cécile Maisonneuve, justement. Comment on l'a fait l'omelette? Est-ce que c'est pas important de réfléchir aussi à la question financière par rapport à ces transitions numériques, ces transitions énergétiques? Comment on finance ces transitions? Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je rappelle, il y avait un chiffre qui est passé totalement inaperçu dans la presse, c'est que les émissions liées au numérique sont désormais supérieures aux émissions du transport aérien. Voilà. C'est très supérieur. Donc ça c'est vrai que ça passe totalement sous le radar pour les raisons qu'on vient d'expliquer, parce que le sujet, c'est d'aller vers la transition numérique avant de se poser la question de ses effets. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire les deux. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, la question financière liée à la transition écologique. Alors là, je parle un peu avec deux casquettes. Je préside d'abord la Fabrique de la Cité, qui est un think tank qui travaille sur les transitions urbaines. C'est ce que vous disiez, c'est vraiment mettre l'intelligence collective dans une démarche pluridisciplinaire internationale au service de la ville de demain. On réunit des gens, des élus, des entreprises, des chercheurs sur les grands thèmes de la ville de demain. Et puis par ailleurs, je suis conseillère auprès du Centre Énergie de l'Institut français des relations internationales. Et par rapport à la question que vous posez, il y a un pays qui est très intéressant, qui est la Norvège. Aujourd'hui, si vous voulez aller au paradis de la mobilité électrique, il faut aller en Norvège. À Oslo, plus de 50% des voitures achetées en 2017 étaient électriques. Et les 9 premiers modèles vendus en Norvège sont des modèles électriques. Donc c'est vraiment une ville qui est en train de se positionner et un pays comme pionnier en matière de mobilité propre. C'est un pays qui a... dans ses consommations d'énergie, un mix très très propre. C'est le premier pays au monde en termes de part des énergies décarbonées dans la consommation d'énergie primaire. Nous, on est le 4e, on est pas mal situé, derrière l'Islande, la Suède, la Suisse, on est peut-être le 5e. Mais par ailleurs, en fait, donc ils ont mis en place des mesures extrêmement incitatives, exonération de TVA quand on achète un véhicule électrique, des exonérations de péages urbains. Ils ont des péages urbains pour financer leurs infrastructures en Norvège. Donc ça coûte très cher et ça, ils l'ont mis en place depuis 20 ans. Ils ont été les premiers en 1990, c'est là que ça commence. L'envers du décor, par rapport à la question que vous posez, pour financer ce mouvement massif d'une mobilité décarbonée, c'est que c'est aussi le 3e exportateur mondial de gaz. On parle souvent du gaz russe, mais nous, en Europe, on consomme certaines années avant tout du gaz norvégien. C'est-à-dire que, alors du point de vue économique, c'est très vertueux, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle la rente pétro-gazière pour financer des investissements dans le décarboné. Mais le fait est que c'est un pays, à cause de ses productions pétro-gazières, qui a des émissions de CO2 qui sont supérieures à la moyenne mondiale, ça c'est pas difficile, mais même à la moyenne européenne, et qui est aussi un électro-intensif avec une consommation d'électricité qui est par exemple supérieure de 54% à la consommation française, notamment parce que à cause de cette électricité décarbonée qu'il a, d'origine hydroélectrique, très compétitive, il y a beaucoup d'industries électro-intensives qui sont installées là-bas. Donc voilà, la phase positive, c'est un pays qu'il faut aller voir quand on veut réfléchir sur l'avenir de la mobilité, qui articule une stratégie de mobilité électrique avec une stratégie de mobilité globale de manière assez structurée. Mais tout ça coûte très cher et c'est financé effectivement par cette rente pétro-gazière très largement.
Oui, merci. Donc, il y a vraiment un côté pile et un côté face. Ça dépend de quel côté on regarde la pièce. On arrive à la fin de cette séquence, de cette première séquence. Il est prévu qu'on laisse éventuellement une ou deux questions qui pourraient se poser dans la salle pour nos intervenants. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous avons 2-3 minutes pour y répondre. Alors, il y a un bras qui se lève à gauche. Enfin, du coup, oui, à gauche. Bonjour, Denis Vanier du groupe Oxalis, accompagnateur de CoPro à la rénovation énergétique. J'ai entendu le numérique s'impose à nous. Et si on faisait dans l'autre sens, si on s'imposait au numérique en tant qu'usager du numérique, pour que le numérique soit adapté à nos usages? Oui, alors à travers le numérique s'impose à nous, je constate simplement l'usage délirant qu'on observe. Vous disiez 2 fois la production de CO2 par rapport au transport aérien. Donc oui, évidemment, je nous replace simplement dans ce contexte mondial. Qu'est-ce que, avec nos petits bras, nous qui réfléchissons à la ville numérique, nous sommes capables de faire? On est vraiment sur un fil par rapport à la masse de données qui sont transmises. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais je pense que la question n'est pas effectivement de se poser, de s'interroger est-ce qu'on doit aller sur le numérique ou pas, mais sans doute ce que vous dites c'est comment on va sur le numérique et qu'est-ce que ça peut réellement nous apporter. Si on prend l'usage de notre téléphone portable, 99% de notre usage, ça c'est, en tout cas si on le passe en termes de consommation énergétique, c'est pour des choses sans doute assez futiles. Alors on a besoin de futilité dans la vie, mais c'est beaucoup pour des choses futiles. Est-ce que ça peut être un outil qui nous permet de mieux vivre la ville, de mieux consommer notre énergie, ne serait-ce que d'avoir conscience de notre consommation énergétique, de mieux appréhender notre environnement direct, notre capital santé, les liens sociaux. Voilà, moi j'essaye de voir les choses assez positivement en se disant que cet outil peut être très très puissant. Cet outil préexiste, donc ne nous posons pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, il est là. Et effectivement, imposons-nous à lui. Bonjour, Bruno Dehan du bureau d'études Sequoia Ingénierie et Environnement. Le numérique aujourd'hui, en effet, s'impose à nous. Par contre, on s'aperçoit dans nos études, quand on conçoit des bâtiments, que ce numérique-là coûte très cher et on surenchérit, on parlait du volet économique du numérique, surenchérit considérablement le coût du bâtiment. Tout ça dans un esprit vertueux pour baisser des consommations, pour gérer au mieux le fonctionnement d'un bâtiment. Parallèlement à ça, on s'aperçoit que, certes, en conception, on surenchérit le coût du bâtiment, mais on a du résultat. Le bâtiment coûte moins cher en termes de dépenses énergétiques dans sa consommation, mais on s'aperçoit que les coûts d'exploitation de ce bâtiment montent d'une manière considérable et que souvent, et on le voit à travers les audits de bâtiments existants, souvent ces bâtiments qui étaient très vertueux en termes de consommation au départ se retrouvent quelques années plus tard surconsommateurs, beaucoup plus que des bâtiments qui ont été conçus dans les années 80, voire 90, voire 2000, parce que l'exploitation n'a pas suivi, parce que le coût d'exploitation du numérique coûte excessivement cher. De fait, on se retrouve avec des bâtiments qui consomment beaucoup plus que des bâtiments anciens, alors que ce sont des bâtiments hyper connectés. Alors, comment on peut réagir face à ça? Et certes, on peut surenchérir encore et être gourmand, numériquement parlant, mais comment on peut agir sur cette inflammation des consommations après quelques années de vie du bâtiment? Michel X. Merci. Bon, déjà, vous avez répondu, je pense, à la question que vous avez vous-même posée. Donc, en tout cas, bon, plusieurs choses. Les investissements. Alors oui, c'est pointé aujourd'hui comme un des freins.
Un des freins principaux, effectivement, en tout cas c'est ce qui ressort du baromètre du PTNB. Les acteurs qui ont bien voulu participer à cette enquête, effectivement, ont pointé assez souvent les freins liés au coût des logiciels, des outils numériques. Bon, ça c'est une chose, c'est factuel. Après, vous parlez effectivement du retour sur investissement. Où est-ce que ces investissements-là, quels sont leurs effets? Alors moi, je pense que l'objectif, tout de même, c'est là encore en phase conception et réalisation. L'objectif, c'est quand même d'éviter, j'allais dire, la ressaisie d'informations. C'est d'éviter effectivement sur le chantier les gâchis. Le fait de construire avant de construire, c'est déjà de gagner de l'argent et du temps. Donc là, on a peu d'indicateurs effectivement aujourd'hui, alors sauf les grandes opérations internationales, donc hors de notre territoire. Certaines commencent à émerger chez nous, mais c'est vrai qu'on est à la recherche de ces indicateurs de retour sur investissement, parce que c'est comme ça que moi j'interprète, et on n'en a pas encore vraiment. Cela étant, si le bâtiment, on le construit avant de le construire, donc on a de meilleures chances de mieux le réaliser. En tout cas, on a simulé, j'allais dire, tant que peu, effectivement, tous les impacts, justement, de ce même bâtiment, les impacts environnementaux. On parle du cycle de vie du bâtiment aussi, donc on va jusqu'à la CV. Donc rien n'est parfait, mais c'est bien là les objectifs. Après, la phase d'exploitation-maintenance. J'allais dire, j'ai reconnu certains visages qui me parlent dans la salle. Quand on parle de gestion technique de bâtiments, de gestion technique centralisée, qu'on y mène maintenant les IoT, c'est très bien, on avance, mais tout ça n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, dans les bâtiments tertiaires, tout ça existe. Il est évident qu'une fois que vous avez un écran et l'ensemble des capteurs nécessaires pour réguler au mieux le bâtiment et faire de telle sorte qu'on apporte du confort, bien sûr, aux occupants de ce bâtiment, mais on veille aussi, effectivement, à éteindre les lumières, à veiller, effectivement, qu'il n'y ait pas une trop grande consommation d'eau, etc., etc. Quand on fait ça, il est évident qu'il faut des hommes derrière encore aujourd'hui, et tant mieux, pour piloter ces installations. Ces installations-là, elles doivent aussi, et ça, c'est, j'allais dire, trop peu pris en compte, elles doivent aussi tenir compte de la vie du bâtiment. C'est-à-dire que à l'échelle de la musique, j'ai vu un concert qui s'est passé hier, j'ai toujours entendu dire que moi, les enceintes, quand on les livre, il faut qu'elles se rôdent avant de donner, j'allais dire, le son, j'allais dire, pour laquelle on les a achetées. Donc à partir de là, le bâtiment, c'est la même chose. Ensuite, effectivement, tout comme la question posera sur les bases de données qu'on est en train de constituer, au bon sens du terme, on renseigne la maquette numérique, il est évident que si on ne prend pas la peine de faire une mise à jour, on va vite se perdre. C'est un peu ce qui se passe au niveau du DOE, qu'il soit papier ou numérique. Si on ne fait pas des mises à jour de l'ensemble des travaux qui sont faits, des modifications, on va s'y perdre également. Donc là encore, l'humain aujourd'hui intervient. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut mettre des process en place qui nous assurent effectivement de faire un monitoring précis, je dirais pas quotidien, mais fréquent, sur la vie du bâtiment, de telle sorte effectivement d'y trouver les ajustements nécessaires. Donc en gros, en résumé, il faut faire plus de préventif. C'est le but du numérique, je pense, au travers des simulations, continuer à faire du correctif, ne pas considérer effectivement... Alors le numérique, moi je pense effectivement, là encore, je rejoins le verre à... Enfin, moi ma vision c'est le verre à moitié plein, le numérique est là. C'est factuel. C'est vrai que les freins aussi, c'est le numérique, oui, c'est une contrainte. J'aurais tendance à dire, faisons de telle sorte de transformer une contrainte en opportunité. Je crois que c'est possible. Il ne faut pas se laisser non plus dépasser par ces outils-là. Je crois qu'on peut faire une utilisation raisonnée voilà, pour éviter le superflu. On n'y est pas encore, puisque tout ça nous amuse et nous intéresse, et c'est notre curiosité. Pour terminer, donc, je pense qu'on peut gagner de l'argent. Je pense qu'on peut y trouver un retour sur investissement. Et oui, je crois qu'on peut gagner, même si c'est peu, en termes d'investissement, on peut gagner sur la phase d'exploitation-maintenance. Et c'est là, j'allais dire, le potentiel, le gros potentiel, effectivement, du numérique sur la vie des bâtiments. Merci. Alors, la première question a un peu anticipé la séquence qui va suivre sur l'envers du décor social. Donc, elle est intitulée « Les habitants lost in transition ». Est-ce qu'il y a des habitants qui se perdent dans ces transitions, justement? On a dit que le numérique s'imposait aux habitants. Il y a des habitants qui refusent ces technologies. Alors,
finalement, est-ce que, Monsieur Valentin, dans le cadre de Lyon Confluence, et notamment donc de l'expérimentation, vous avez des habitants qui ne suivent pas, qui sont perdus dans la proposition techno-urbaine que vous leur faites? Alors, là encore, je relativise. On a parfois l'image du quartier de Confluence comme étant une ville intelligente 2.0, 3.0, 4.0. On a des expérimentations, des démonstrations. On a un recul qui est de quelques années, mais c'est très ponctuel. Il faut rester très modeste. Parmi les premières opérations dites de bâtiments intelligents qu'on a mises en œuvre, en fait, on a parallèlement équipé un bâtiment que vous aurez sans doute l'occasion de voir, enfin un îlot qui s'appelle Ikari, un îlot neuf avec une architecture très engagée, voilà, un très beau bâtiment. Et puis à côté de ça, on a éco-rénové une des premières cités HBM de Lyon, qui date du début du XXe siècle, et on a souhaité équiper, au même titre qu'Ikari finalement, avec des technologies évidemment un peu différentes, mais d'offrir quasiment les mêmes outils sur ces logements sociaux qui faisaient une transition. Il faut savoir que les habitants de ces logements sociaux sont relativement âgés. Je crois que la moyenne d'âge dépasse les 65 ans. Quand on a proposé ce projet, on nous a dit mais vous êtes pas bien, c'est pas vers ce public-là qu'il faut s'adresser. On a voulu quand même le faire en se disant que si on y arrivait avec ce public-là qui n'est pas forcément le plus sensible, le plus attiré par ces nouvelles technologies, je caricature, c'est pas des bobos qui sont geeks et qui ont une conscience environnementale forcément la plus importante. Il y a sans doute des sujets qui s'imposent à eux plus forts. Bref, on s'est dit que si on y arrivait avec eux, c'était gagné. Donc on a fait cette expérimentation pendant 2 ans, on a suivi ça. Et on a croisé nos résultats avec ceux d'Enedis qui, eux, pour le coup, avaient un niveau beaucoup plus large au niveau national, tester les choses auprès d'une population beaucoup plus volontariste. Et en fait, on s'est retrouvé grosso modo avec les mêmes profils. C'est-à-dire que les gens qui utilisent réellement ces outils et qui sont très, très efficaces avec une tablette, avec ce niveau, ils tournent autour de 14%. En fait, quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu social, finalement ça correspond à un caractère. Il y a des gens qui, 14% de la population, donc dans cette salle, et 14% des gens qui sont très inquiets de leur consommation, alors que ce soit d'énergie ou autre chose, voilà, qui sont très organisés et qui vont aller sur ce sujet-là. Donc finalement on se rend compte que la barrière qu'on imaginait être générationnelle, être peut-être sociale, elle n'est pas aussi importante que ça, et que ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'intéresser le reste du public à ça. C'est-à-dire si effectivement votre préoccupation tous les matins, c'est pas forcément d'aller voir votre consommation énergétique, peut-être qu'il y a d'autres sujets qui vont vous intéresser. Et l'idée qu'on souhaite proposer à Confluence, c'est d'offrir un outil qui va vous sensibiliser, peut-être sur la santé, peut-être sur la mobilité, peut-être sur les liens sociaux, peut-être sur l'énergie, et qu'à travers ça, vous puissiez bénéficier de cet outil et être vraiment acteur de votre consommation et de votre impact environnemental. 14%, ça, si je compte bien, ça fait quand même 86% des personnes qui ne sont pas complètement embarquées dans cette histoire. Oui, ça fait 86% des personnes qui ne regardent pas régulièrement leur consommation énergétique. Mais si on se livre à ce petit jeu-là en faisant lever la main de ceux qui regardent très régulièrement, on va retomber sur ces chiffres-là. C'est un constat. Donc comment est-ce qu'on embarque les 86%? Et la question ne porte pas forcément sur est-ce qu'on regarde comment on consomme, etc. La question c'est plus large. C'est une question de est-ce que finalement ces habitants-là, ces 86% peut-être, ont le sentiment de vivre la même vie que ceux qui, pour la même ville, que les 14% qui sont très
très soucieux de leur consommation. Et j'imagine qu'au-delà de la consommation, il y a toute une série de choses, peut-être qu'ils sont aussi très soucieux de leurs données personnelles, etc., etc. Donc, est-ce qu'il n'y a effectivement pas un gap qui est en train de se quand même creuser avec l'arrivée du numérique, hein, clairement, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps pour prolonger, mais 86% des personnes sont encore à convaincre un peu plus. Je dirais pas, il n'y a pas 86% des personnes qui sont mises sur le côté, comme vous laissez l'entendre. Il y a 14% des gens qui sont, quel que soit l'outil, quel que soit le niveau social et quel que soit l'âge, sont enclins à aller chercher les informations. 86% des personnes qui, oui, elles, sont moins enclins à y aller. Donc, quelle offre on leur propose pour les embarquer sur des sujets qui les intéressent? Et finalement, le gap, en une phrase, il n'est pas tellement sur un gap générationnel, où on laisse sur le côté parce que c'est un outil numérique, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens et pour quelles raisons on va aller les chercher, qu'est-ce qui va les motiver à s'intéresser à ces outils-là. C'est une problématique d'usage, de besoins éprouvés, effectivement, et de services peut-être à mieux cibler pour être en conformité avec ses besoins, ses attentes. Madame Maisonneuve, on a discuté tout à l'heure et vous m'avez dit que ce qui vous portait problème à vous sur cette question sociale, ces habitants qui peuvent être perdus dans ces transitions, c'est les oubliés des nouvelles formes de mobilité. Pourquoi insister autant sur la question de la mobilité? En quoi ça constitue un élément extrêmement cristallisant de cette question de l'envers du décor social? On parlait tout à l'heure du lien entre finalement ce que le numérique peut apporter en termes de réduction de coûts. Dans le domaine de la mobilité, pour le coup, le numérique a apporté de nouvelles offres à bas coût de manière de se déplacer. On les a tous en tête dans les centres urbains. Il y avait déjà des offres à bas coût. Enfin, la marche, c'est du bas coût, le vélo, les transports en commun généralement. Aujourd'hui, il y a les trottinettes. Donc, il y a tout un tas de services qui se créent, qui sont offerts aux habitants des centres urbains. Sur les longues distances aussi, on peut considérer qu'il y a de nouveaux services qui apparaissent à travers des services de covoiturage. Il y a des concurrents aux grands loueurs de voitures, là encore, avec possibilité de réduire ces coûts de mobilité. En revanche, il y a un segment où là, il n'y a pas du tout, le numérique ne s'y intéresse pas. Il n'y a pas d'offres nouvelles. C'est tous ces déplacements que nous faisons tous les jours, entre 10 et 100 km, et souvent pour aller travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle les navetteurs, et c'est 16 millions de personnes en France qui font, en moyenne, et ça ne cesse d'augmenter, 14 km pour aller travailler. Le point est important parce que le sujet de la mobilité physique, c'est aussi un sujet de la mobilité sociale. J'ai dit c'est pour aller travailler, mais ça peut être pour aller se former. Donc là, on tombe sur toute la question des jeunes et de leur formation. Donc on est sur un point extrêmement crucial. Et derrière, donc, il y a tout le sujet de l'étalement urbain. Et dans ces zones-là, vous pouvez chercher les startups, vous pouvez chercher les grandes plateformes du numérique, elles n'y sont pas. Là, c'est le règne de la voiture. Et donc, tous ces débats qu'on peut avoir sur les nouvelles formes de mobilité, comment est-ce qu'on articule le transport en commun, le vélo, la trottinette, dans ces zones-là, c'est même pas le sujet, puisque c'est 80%, voire dans les zones ultra-périphériques, 95% d'utilisation de la voiture. Et là, c'est un peu la double peine. C'est la double peine, je vais dire, écologique, parce que les gens sont obligés d'utiliser leur voiture, et financière, et c'est tout le débat aujourd'hui au sujet de l'augmentation de la fiscalité du diesel. Donc là, on est vraiment dans un territoire orphelin du numérique, un territoire orphelin d'une nouvelle offre. Là, je pense qu'il y aurait une appétence des gens pour de nouvelles offres, mais pour des raisons de business model, pour des raisons aussi de carte administrative. On a pensé nos transports dans des logiques institutionnelles et pas selon des logiques centrées sur l'usager. Là, pour l'instant, c'est un peu le no man's land en termes de nouvelles offres numériques. Donc là, pour le coup, je pense que c'est vraiment des habitants lost in transition. Okay. Je vois que vous avez le même accent que moi. Monsieur Alix. Et on en est fiers. Oui. Enfin, Monsieur Alix, donc vos clients, vos interlocuteurs, ce sont ceux qui sont dans la filière construction.
a priori, vous ne vous intéressez pas au premier rang, au premier chef, aux habitants et à ceux qui vont utiliser, loger dans ces bâtiments. La question qui a été posée dans la salle tout à l'heure, c'est la technologie s'impose à l'usager. Et forcément, quand vous allez construire ces bâtiments, quelque part, cette technologie s'impose. C'est un peu du techno-push. Mais vous allez y répondre. La question, c'est est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que finalement, il y a des gens qui adhèrent? On connaît tous le débat de Linky aujourd'hui, des compteurs intelligents qui ont été imposés. En tout cas, on ne savait même pas qu'il était imposé. Et puis il s'est avéré qu'en fait, on a constaté qu'on avait la possibilité éventuellement de le refuser. Mais est-ce que ce phénomène-là ne peut pas un jour se produire aussi avec ces nouveaux bâtiments connectés, intelligents, etc. Oui, alors les acteurs, ça tombe bien, certains sont au premier rang, les acteurs concernés qui font partie de notre comité de pilotage du PTNB. Donc les acteurs, nous, autour de table, avec lesquels on réfléchit aux différentes actions et leur traduction opérationnelle au niveau du PTNB, ce sont effectivement les acteurs de la filière. Je crois qu'il y en a plus de 14, ça va de la maîtrise d'œuvre, des entreprises artisans du bâtiment, les assureurs, les bureaux d'études, l'ingénierie, etc. J'en oublie probablement, mais alors, indirectement, ce sont quand même les usagers qui sont visés, puisque je l'évoquais tout à l'heure. On construit pour qui, pourquoi, voilà. Donc, il y a un sujet. Alors, j'entends le compteur Linky. Moi, je vais faire le lien avec la loi Elan, et je vais faire le lien avec le carnet numérique. Pourquoi ? Parce que j'ai notamment été en charge de conduire cette expérimentation au titre du plan de transition numérique dans le bâtiment. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est à la frontière, qui est assez transverse finalement, entre ceux qui font, qui construisent, ceux qui habitent, l'espace privé, les données personnelles, les résistances. Alors le carnet numérique, en fait, effectivement, aujourd'hui, après avoir disparu de la loi telle qu'elle était pensée, mais après avoir été imposé quand même dans un premier temps par la loi de transition énergétique et de croissance verte, faut quand même le rappeler, c'est l'illustration même effectivement d'une obligation numérique, avec tous les freins que ça peut poser, mais aussi toutes les envies que ça peut donner. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais dire qu'il y avait 50 pour et 50% contre. Tout dépend des intérêts, effectivement, qu'on défend. Mais il n'en reste pas moins qu'on aborde des sujets transverses. Alors, je vais essayer de reprendre au niveau générationnel, par exemple. Première question. Au niveau territoire, entre ceux qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas. C'est vrai que le carnet numérique, il n'est pas dit que ça doit s'imposer dans une zone connectée et pas aux autres. Donc, il va se poser différentes difficultés. Ensuite, effectivement, pour quelqu'un qui ne voudrait pas y passer. Et là, pour le coup, il n'a plus vraiment le choix. Linky, il a encore le choix de refuser. Là, le carnet numérique, il va y être obligé. Alors, je ne parle pas des sanctions qu'il y aura ou pas, et on attend encore les décrets. Mais sur le fond, effectivement, là, pour le coup, on va être obligé de s'y mettre. Donc, on voit bien, effectivement, que dans certains cas, oui, le numérique s'impose. Je pense que là encore, alors bon, on peut toujours voir le verre à moitié vide. Moi, j'essaie, et c'est mon rôle, de le voir à moitié plein, mais j'y crois. Je crois que le carnet numérique a moult avantages. L'objectif du carnet numérique par rapport à la transition énergétique, c'était quand même, dans l'existant, principalement concerné, c'était de s'assurer que ces habitants, dont on ne sait pas vraiment d'un point de vue sociologique, est-ce qu'il y a des catégories d'habitants plus verts que d'autres. Je sais que j'ai assisté à certaines conférences où effectivement on a du mal à définir des catégories entre ceux qui s'y intéressent. J'entends par là catégories socio-professionnelles, sociales, etc. C'est extrêmement difficile effectivement de savoir à qui on s'adresse. Donc le carnet numérique, la vocation tout de même, et ce qu'on va y arriver, c'est de dire il faut sensibiliser les habitants, quels qu'ils soient, à ces consommations, aux travaux nécessaires d'isolation thermique, intérieur, extérieur, peu importe. Mais effectivement, on commence par faire des économies, là on consomme le moins. Sachant qu'après, il y a aussi un revers de la médaille et des coulisses, ça peut être la pathologie du bâtiment. Mais ça, c'est simplement pour rester dans le sujet des coulisses du numérique et de ce que ça peut impliquer. Mais au-delà de ça, je veux dire, le carnet numérique, voilà. Et puis le carnet numérique, ça doit apporter de la valeur ajoutée.
Là, je fais le lien avec la mobilité et avec les services de la ville de demain. Pour moi, j'ai toujours pensé, alors je prends un exemple peut-être futile ou tout bête, mais j'allais dire le carnet numérique, ça peut nous servir aussi à un moment donné, à savoir quand on investit un logement en tant que locataire ou propriétaire, c'est une vue de l'esprit, mais pourquoi pas le traduire dans la réalité, de savoir si je peux planter un clou à tel endroit ou pas sur le mur. De surcroît, le cadre que je vais mettre est un peu lourd, il va me falloir une perceuse, une cheville, etc. Et de fil en aiguille, je tire, j'en arrive à considérer que mon voisin d'en face, finalement, a acheté, parce que c'est conditionné comme ça, un paquet de 100 chevilles, donc ils en ont servi 2, il est prêt à céder la totalité, ou alors donner une cheville. J'ai là, le voisin d'en dessous, il a eu pour Noël une perceuse, la 10e, donc il ne sait plus quoi en faire, donc il est prêt à la prêter. Et puis de fil en aiguille, il se trouve que c'est une voisine, et puis tout le monde est célibataire. Voilà, on peut si vous voulez, c'est une vue d'esprit, mais je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait une valeur. Après, d'un point de vue pratico-pratique, je vais rentrer, on va dans un magasin, on voudrait bien, effectivement, on a une pulsion d'achat, ou que ça soit monsieur ou madame, pour pas systématiquement dire que c'est madame, mais là-dessus, on se dit quelles sont les mesures, effectivement, est-ce que tout ça va pouvoir rentrer à la maison, etc. Bon, on peut imaginer, mais certes, à base d'un smartphone, que notre carnet numérique, qui n'est plus totalement le carnet numérique tel que la loi l'entend, mais on peut imaginer effectivement que ça rende plus de services que ce qui était obligatoire au départ. Voilà. Okay. J'ai fait un grand tour, mais voilà. Un petit tour. Ça vous a réveillé? Mais oui, l'économie collaborative, aujourd'hui, on loue plus qu'on ne prête entre voisins. Donc c'est aussi ça le lien social. Mais bon, est-ce que, Monsieur Pitron, est-ce que vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein, ce verre, quand il s'agit de parler du coût social et sanitaire de l'extraction des métaux rares, par exemple? En fait, quand nous sommes retrouvés dans les années 80 face à un dilemme, nous avions besoin de technologie, enfin nous étions en train d'accélérer une transition technologique dès les années 80-90, et en même temps nous avions besoin de métaux, de matières premières pour fabriquer cette technologie dont les coûts sociaux et environnementaux étaient de plus en plus forts. Et nous voulions le beurre et l'argent du beurre, nous voulions à la fois les technologies mais sans en subir les conséquences. Et nous avons résolu cette quadrature du cercle en transférant nos outils de production, les mines, le raffinage, ailleurs que chez nous. Et dans les pays occidentaux, nous étions des leaders de l'extraction de terres rares. Par exemple, les États-Unis étaient un leader de l'extraction des terres rares jusque dans les années 90. Les Français étaient leaders du raffinage des terres rares. C'était Rhône-Poulenc. Aujourd'hui, Solvay, qui raffinait la moitié des terres rares dans le monde. Mais nous avons fermé les mines et délocalisé une partie des outils de raffinage vers d'autres pays qui, suivant une logique de spécialisation minière, se sont mis à extraire ces minerais pour nous et à les raffiner. Et donc nous avons délocalisé notre pollution. Et en fait, nous avons délocalisé la pollution et donc nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui qu'il y a un coût écologique et social à cette transition-là, puisqu'il se trouve à des milliers de kilomètres de chez nous, notamment en Chine, en RD Congo, en Amérique latine, mais nous ne le subissons pas. Nous avons des technologies décarbonées, nous faisons de l'efficacité énergétique, mais en réalité, le coût de cette pollution a été déplacé. Il a été déplacé en dehors des villes et si possible plus loin des yeux, et donc du cœur. Et en fait, il y a des conséquences sociales très concrètes, mais qu'il ne faut pas forcément évaluer dans le périmètre de la ville, mais à l'extérieur de cette ville, parce que c'est là que sont les conséquences sociales. Quelles sont-elles en Chine? En Chine, je peux vous parler des villages du cancer. Je peux vous parler de ce que j'ai vu aux abords des usines de raffinage, où vous avez des gens qui meurent dans des proportions de cancer absolument fabuleuses, incroyables, du fait de liens directs entre l'industrie minière et la santé des populations. Ce lien est évident. La Chine est devenue l'usine du monde. La Chine aujourd'hui, la première cause de tension en Chine, de tension sociale, c'est l'environnement. La première raison pour laquelle les Chinois sortent dans la rue, les manifestations sont interdites, c'est l'environnement. Alors, toutes sortes de questions environnementales, ce n'est pas que les métaux, ça peut être l'usine de paraxylène ou je ne sais quoi. Mais c'est vous dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème en Chine qui est celui de comment est-ce qu'on gère cette tension montante autour des enjeux environnementaux, compte tenu du fait que la Chine est devenue l'usine du monde et l'usine de la ville intelligente aussi. En RD Congo, Amnesty International sort un rapport qui épingle tout un tas de groupes numériques en disant qu'il y a un lien direct entre le travail des enfants dans les mines de cobalt et les outils numériques que vous utilisez au quotidien. Il faut 8 grammes de cobalt pour la batterie d'un téléphone portable.
Donc on voit bien qu'il peut y avoir d'autres enjeux sociaux qui touchent au respect des droits humains, etc. Et pourquoi pas à des conflits qui, comme vous le savez, touchent la RD Congo et les minerais qui sont extraits dans ces zones-là nourrissent des conflits. Et puis en Amérique latine aussi, on peut y avoir des problèmes également sociaux autour de l'extraction du lithium, où on constate que eh bien, les entreprises investissent certaines zones minières, signent des accords avec des populations indigènes, qui sont peut-être des accords qui ne sont pas équitables pour les populations. Donc voilà ce que je peux constater, c'est que en déplaçant la pollution, il faudrait faire attention, permettez-moi de le dire comme ça, que cette transition numérique et la ville intelligente ne soit pas une ville pour les riches. Parce que si nous dépolluons les centres-villes où le prix de la pierre est le plus élevé, et que nous avons déplacé la pollution à 10 000 km de là, dans les zones minières, miséreuses, où les gens ne gagnent pas un sou, c'est un déplacement de pollution, mais c'est aussi une transition qui risque de se faire que pour quelques happy few, aux dépens de ceux qui supportent socialement, environnementalement, les coûts réels et invisibles de cette transition. Merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de cette deuxième séquence. Même procédé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va essayer de répondre plus rapidement si possible pour pouvoir garder du temps pour les séquences suivantes. Alain Bornarel, à l'initiative du manifeste pour une frugalité heureuse. On vient d'entendre quand même un drôle de processus là. Le numérique s'impose, ou on impose le carnet numérique, et puis petit à petit, ça va amener du lien social et on va rencontrer l'âme sœur. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même inverser complètement la logique et dire donnons-nous d'abord comme objectif de faire du lien social, et puis on verra bien après comment le numérique va, la place qu'il va prendre. Il n'y a pas de réponse, la réponse vous l'avez Oui, donnée. ou peut-être Madame Maisonneuve qui travaille sur ces questions justement de l'évolution de la ville peut apporter un élément de réponse. Je pense que quand on regarde le paysage global, vous le savez, depuis 2008, la majorité des habitants de cette terre vivent en ville. Pourquoi est-ce qu'ils viennent en ville? Ils ne viennent pas du tout en ville parce qu'on leur dit « venez en ville, c'est connecté, c'est génial ». Il y avait un sondage qui ne concerne que la France, mais je pense que si on le faisait ailleurs, il y aurait des résultats à peu près similaires, où quand on demandait « mais finalement, pour vous, la ville idéale, c'est quoi ?» personne ne répondait « la ville connectée », même c'était une des dernières réponses. Quand on vient vivre en ville, c'est qu'on veut rencontrer des gens. Et ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement d'urbanisation qu'on voit dans le monde, il est avant tout la recherche d'un lien social qui est derrière la recherche d'opportunités professionnelles, bien sûr, économiques, bien sûr, mais aussi humaines. Donc je pense que le fait est que le numérique s'impose peut-être à nous, mais fondamentalement, cette dynamique que l'on voit derrière l'urbanisation du monde, elle est bien intimement liée au fait que nous sommes des animaux politiques, au sens des Aristote, c'est-à-dire des animaux sociaux. On a besoin de lien social. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille opposer lien social numérique. En tout cas, et là peut-être que ça se limiterait au continent européen, je pense que fondamentalement, la ville européenne est une ville qui a placé au premier rang de son idéal cette recherche du lien social. Et j'en veux pour preuve, comparer une ville européenne, une ville américaine, une ville asiatique, c'est les espaces publics. Nous, on travaille pas mal à la Fabrique de la Cité sur les espaces publics. Et vous avez alors ici à Lyon, vous avez des espaces publics fantastiques, dans pas mal de villes françaises, on a des espaces publics fantastiques, mais on ne se rend pas compte, parce qu'on y vit tous les jours, à quel point l'espace public est fondamental pour cette création du lien social. Et ça, c'est l'ADN profond de la ville européenne. Donc de ce point de vue-là, oui, on va optimiser les villes avec le numérique, oui, on va avoir de nouveaux services, mais fondamentalement, l'objectif de notre objectif en tant que citadin et l'objectif des gens pour qui nous votons, c'est avant tout cette ville du lien social, me semble-t-il. Personne ne postule, on regardera les débats autour des municipales, mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de maires qui diront « mon objectif, c'est la ville connectée ». Enfin, je suis prête à prendre le pari. Merci Cécile. Donc, s'il n'y a plus de questions dans la salle, on va passer rapidement à la troisième séquence, une séquence donc consacrée à la question du décor territorial.
Finalement, on a tendance à parler de Smart City sans trop savoir exactement à quel périmètre ça renvoie, même si le plus souvent, on renvoie au périmètre des institutionnels en définitive. Je réinterroge de Cécile Maisonneuve. Est-ce que vous avez une position originale, je crois, qui consiste à considérer que le véritable périmètre de la Smart City, justement, n'est pas celui qu'on confère institutionnellement, mais celui qui se trace finalement au travers des nouveaux acteurs de l'économie numérique ou de l'économie collaborative. Et donc, est-ce que vous pouvez exposer votre point de vue, s'il vous plaît ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Pitron sur la Chine, entrepôt du monde, parce que je trouve que c'est un très très bel exemple effectivement de la réflexion sur l'échelle de la Smart City. Vous l'avez dit, c'est devenu donc un pays exportateur, et c'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour lesquelles, si nos émissions de CO2 en France baissent, notre empreinte CO2 augmente, à cause notamment du fait que notre balance commerciale est largement déficitaire et qu'on importe beaucoup. Et d'où est-ce qu'on importe ? On importe de ces nouveaux entrepôts du monde. Donc ça, c'est un point important à retenir. Et je voudrais prendre l'exemple de la logistique urbaine. Parce que ce qui se passe dans la logistique urbaine, c'est exactement ce que vous avez décrit. Loin des yeux, loin du cœur, loin des villes. Si vous prenez l'exemple d'Amazon. Amazon s'est imposé sur l'ensemble de la chaîne de la logistique urbaine. Ça va de l'entrepôt au bout du monde ou aux portes de la ville, que vous ne voyez pas. Ils ont acheté une flotte de bateaux, ils ont une flotte d'avions, et puis maintenant, ils ouvrent des lieux physiques dans les villes. Là, je voyais l'autre jour, à côté de Washington, ils ouvrent maintenant des librairies. Amazon ouvre des librairies. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en fait, du point de vue de cette plateforme numérique, l'échelle de la Smart City, c'est une échelle monde. Et nous qui sommes, et c'est là qu'on n'est pas seulement des victimes du numérique, on est totalement complices. C'est que ça nous arrange bien, de chez nous, de cliquer sur un bouton, de commander je ne sais trop quel produit, et puis d'avoir un délai très limité pour le recevoir, sans trop s'interroger finalement quelle est la chaîne derrière qui va nous permettre d'avoir ce service très rapidement. Et quand Amazon dit je vais vous livrer en 1 heure, aucun d'entre nous ne pousse les hauts cris en disant mais qu'est-ce que ça va signifier concrètement dans l'espace physique ? Ça signifie, nous on a fait un gros travail il y a 2 ans sur la logistique urbaine, dont je vous invite à regarder les conclusions sur notre site internet. On a fait 3 scénarios. Ça signifie qu'aujourd'hui, des supermarchés en ville, il y a quelques années, ils étaient réapprovisionnés tous les 2-3 jours. Aujourd'hui, c'est plusieurs fois par jour. Et ça veut dire des petits véhicules qui viennent les approvisionner. Et les villes, aujourd'hui, prennent ce sujet à bras-le-corps. Jusqu'alors, elles ne s'en occupaient pas. On a laissé les entrepôts se construire de plus en plus loin des villes. Et personne ne voulait mettre le doigt là-dedans. Aujourd'hui, face à ces flux notamment de camions et de petits véhicules, les villes veulent prendre la main sur la logistique. Et en fait, pour prendre la main, ça veut dire transformer un problème de flux en un problème foncier. C'est-à-dire qu'il faut réinternaliser dans l'enceinte de la ville des lieux qui seront des lieux de dispatching de ces produits, c'est-à-dire pour avoir la main sur finalement comment, au moins au niveau du dernier kilomètre, on peut verdir ce flux-là. Et donc je trouve que c'est un excellent exemple finalement d'une logique territoriale qui échappe complètement à toute logique institutionnelle et derrière qui peut heurter frontalement les objectifs des villes en termes de pollution et de CO2. Rappelez-vous quand Amazon avait fait cette annonce sur la livraison en 1 heure, à l'époque la maire de Paris avait dit mais ça ne correspond pas à nos objectifs à Paris en termes d'émissions de CO2 et de pollution. Mais voilà, derrière il y a nous qui, encore une fois, sommes tout à fait d'accord pour participer de ce mouvement d'internationalisation des flux sans trop regarder d'où tout cela vient. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment une Smart City monde, hein, si on croise un peu les regards des uns et des autres. Et en même temps, c'est une Smart City qui est très identifiée localement. Maxime Valentin, la Confluence, on sait où elle est. Est-ce que vous avez le sentiment que vous maîtrisez totalement le périmètre de la Smart City, et notamment au regard des annonces publiques, par exemple quand on parle de Lyon métropole intelligente? Qu'est-ce qu'on fait des communes qui appartiennent à cette EPCI
et cet établissement public de communauté intercommunalité, donc à la métropole. Comment vous faites pour embarquer ces territoires-là dans votre histoire? Parce qu'on a posé la question tout à l'heure des habitants qu'on essaie d'embarquer, mais les territoires, est-ce qu'on peut les embarquer dans ce périmètre? Je rejoins ce que vous venez de dire. On a dit à peu près 10 fois que le numérique s'imposait à nous et finalement c'est toute une logique économique qui utilise le numérique, qui a une puissance incroyable et la question c'est est-ce qu'on est capable de la contrôler et finalement avec nos frontières administratives, comment est-ce qu'on peut jouer, comment est-ce qu'on peut influencer ça? La maire de Paris est désemparée, donc on imagine bien qu'à Lyon, on l'est sans doute aussi un petit peu. Sur Confluence, je peux parler que de notre expérience, notre première démarche a sans doute été d'imposer cette démarche de développement durable, j'y reviens, à l'ensemble du territoire et non pas de nous limiter aux zones administratives, aux ZAC, et donc d'embarquer aussi le quartier existant de Sainte-Blandine. Notre mission, notre lettre de commande, c'est d'être un territoire d'innovation qui soit réplicable à l'échelle de la métropole. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on contrôle ça alors même qu'on a des géants, des GAFA qui réfléchissent à l'échelle globale? C'est peut-être on peut considérer que c'est une bataille qui est perdue d'avance, c'est un vrai risque. Ça nous oblige justement à vraiment aller sur ce sujet et une partie des réponses en commençant à avoir un petit bout d'expertise sur ces questions qui sont très nouvelles, c'est la question de la donnée. Un verrou de notre point de vue qui est très très important, c'est le stockage de la donnée. À la métropole de Lyon, on a la chance d'avoir un service du numérique qui est très en avance, qui est capable de récupérer des données, d'avoir une plateforme numérique, et on joue en plein avec eux. C'est-à-dire que toutes les données qui sont captées sur Confluence pour offrir des services, soit sur la mobilité, l'énergie, etc., passent par cette plateforme de la métropole de Lyon. Ce qui nous permet de monter en expertise sur ces sujets, ce qui permet d'avoir un tiers de confiance. Vous parliez des données, de la question des données personnelles. Effectivement, on peut espérer que dans le monde de demain, on souhaitera que les données on sera plus rassuré par un stockage de données sur une plateforme qui appartient à une collectivité plutôt qu'un géant comme Google ou Amazon. Donc notre réponse, c'est d'essayer de monter en expertise sur cette captation de données et se dire que notre vieille organisation administrative finalement a véritablement un rôle à jouer là-dessus et d'abord et avant tout à travers le stockage de données pour pouvoir ensuite contrôler les services qui viennent s'ajouter. On a à Lyon depuis, je vous pique encore juste 2 minutes, on a à Lyon depuis une semaine, une minute, des trottinettes électriques, vous les avez toutes vues, c'est génial, moi j'observe ça, alors il y a des enfants de 12 ans qui se mettent à 3, 4 et qui tournent avec ça, il y en a de partout, c'est un véritable bazar, on n'est pas capable aujourd'hui de le contrôler. Si demain la collectivité est en capacité, et c'est ce à quoi on travaille, d'offrir à l'entreprise qui souhaitera aller vers le sud, mais pas seulement, qui souhaitera développer ce type de service, elle pourra également tenter de contrôler et développer sa politique de déplacement et imposer un certain nombre de règles. Donc c'est accueillir ce numérique, mais aussi s'imposer à lui. Ok, merci beaucoup. Finalement, Monsieur Pitron, c'est bien ça, hein, c'est la Smart City à l'échelle monde. Il faut absolument, c'est ça qu'il dit votre livre aussi. Le périmètre de la Smart City, je crois que ça a été dit, ne se limite pas à la ville elle-même, et il est bien plus étendu à la fois dans l'espace et dans le temps.
Dans l'espace, il faut bien aller chercher les matières premières de la Smart City quelque part. Or, nous utilisons toujours plus de matières premières, à la fois en volume, mais également en nombre. Et en plus, maintenant, nous mélangeons les matières premières entre elles. Nous avons des nouveaux matériaux qui augmentent les propriétés de la matière. Je donne un exemple. Dans les années 50, un téléphone, il y avait 12 métaux dedans. Dans les années 90, il y avait 29 métaux dans un téléphone. Aujourd'hui, dans vos téléphones, il y a environ 55 métaux. Donc ces 55 métaux, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc la complexification qui va de pair avec l'amélioration des performances de ces technologies-là, signifie qu'il faut bien effectivement aller chercher ces matières premières quelque part. Et si je vous donne quelques chiffres sur l'exploitation du cobalt d'ici 2035, c'est multiplié par 24, l'exploitation du scandium, ça va être multiplié par 9, l'exploitation des terres rares par 4 ou par 5. Donc c'est vous dire qu'en fait, ce périmètre va toujours plus s'élargir. En plus, j'en parlais l'autre jour avec un chercheur de l'université de Grenoble. Et lui-même disait, finalement, on n'arrive même pas à comprendre quel est l'impact, quel est le périmètre des technologies, et donc de la Smart City. Parce que c'est pas tout de dire dans le téléphone ou dans telle technologie, il y a telle matière. Ça, on peut le savoir. On regarde le manuel, on trouve quelles sont les matières et en quelle quantité. Mais quelle matière pour la matière? Parce que pour aller chercher du cuivre, il faut de l'eau. Et au Chili, l'eau, on va la chercher dans les océans, donc on désalinise, donc il faut une centrale de désalinisation. Et la centrale est fabriquée avec quoi? Et elle tourne à quoi? Quelle électricité qui permet de la faire tourner? Le charbon? Il vient d'où le charbon? Et donc si vous commencez à faire le cycle de la matière, comme on ferait le cycle alimentaire, vous imaginez qu'en fait ça a des impacts absolument mondiaux. Donc il lui-même disait, je ne suis même pas capable de savoir en réalité quel est le réel impact dans l'espace d'une technologie telle qu'un téléphone ou une éolienne. Et puis il y a aussi l'impact dans le temps, enfin dans l'espace de la donnée. Une voiture électrique, enfin, le PDG de Intel, Stéphane Nègre, nous dit, c'est dans le Figaro à la fin de l'année, c'était dans le Figaro de novembre 2017, 1 million de voitures connectées, c'est autant de données générées que 3 milliards de téléphones portables. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire de ces données? Où est-ce qu'on va les stocker? Dans quels serveurs vont-elles aller? Comment vont-elles être traitées? Ça va donner lieu à quel service? Qui va être proposé à qui? C'est ça le périmètre de la Smart City. Et donc il y a aussi un espace spatial, mais aussi temporel. Cette donnée, elle va durer. Elle va survivre à nos actions. Elle va survivre pour les services de, je sais pas moi, l'assurance connectée. Enfin, grâce à la voiture connectée, l'assurance Pay as you drive permet de développer un service assurantiel qui soit beaucoup plus précis. Mais donc là aussi, dans le temps, ça va durer. Et donc, toutes ces questions, finalement, on les découvre et on essaie d'y répondre. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Alix, très rapidement, vous considérez que vous participez aussi à dessiner le périmètre de la Smart City par la construction de bâtiments ailleurs que dans les centres-villes, de bâtiments intelligents par exemple? Est-ce que vous, par la création de ces bâtiments toujours plus connectés, toujours plus modernes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, à votre mesure, vous participez de ce traçage de périmètre? J'ai pas la prétention de dire oui, et c'est pas vraiment notre mission tout de même, hein, pour l'essentiel. Nous on fait de telle sorte que les personnes qui vont bâtir effectivement le fassent en répondant aux besoins. Donc après effectivement oui, bien sûr. La connexion de ces bâtiments, c'est déjà une réponse à un besoin, je pense. Oui, d'accord. C'est même habitants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette question qui est une dimension importante, hein? Quel est le véritable périmètre de la Smart City? Est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a une question. Il y en a même deux apparemment. Puis il nous restera environ 15 minutes pour finir. Oui, je voulais juste savoir si j'avais bien compris, parce que finalement, si je résume, je dirais c'est propre ici, sale ailleurs. Donc ça c'est peut-être la première façon. Alors qu'en même temps, on a des fleuves et des rivières qui ne sont pas baignables. On a des canalisations d'eau potable qui ont un taux de nitrate 2 fois supérieur à ce que préconise l'OMS. On a des fuites d'eau potable de partout. On a une qualité d'air, on va dire, pour le moins approximative. On a des choses qui sont quand même tellement évidentes pour la qualité qualité de vivre simplement, que c'est assez hallucinant qu'on mette de l'argent dans des systèmes dont on sait qu'ils produisent en Chine, voilà, et que je constate par exemple que quand on nous demande des bilans E+, C-, par exemple, tout le travail propre, entre guillemets,
mise en place politique, des projets, conception, surveillance de chantier, assurance, contrôle, etc., etc., y compris le bilan carbone du calcul du bilan carbone, ne rentre pas en ligne de compte. Et qu'on reproduit ainsi la séparation entre ceux qui sont au mastic et ceux qui sont au-dessus de la mêlée et décident tranquillement. Alors, c'est une remarque avec laquelle on pourrait discuter longtemps parce que d'abord, elle s'adresse plus, enfin, elle renvoie plus à la première séquence qu'à la troisième sur le périmètre, mais je pense qu'effectivement, on peut être d'accord avec cette inquiétude. Hein. Monsieur Pitron. Oui, alors cela dit, si on va en Chine un jour d'apocalypse, c'est-à-dire ces jours où il y a les fumées émanant des centrales à charbon de la province du Hebei, qui est juste à l'extérieur de Pékin, du fait des vents dominants, eh bien, ces fumées se déversent en quelque sorte sur Pékin. Je veux dire, c'est propre d'être en France, c'est très très propre. Et quand j'étais notamment dans la ville de la capitale du Sichuan, dont le nom va me revenir, la capitale du Sichuan, au centre de la Chine, ça va me revenir. Et en fait, c'est pendant l'hiver qu'il y a le plus de pollution atmosphérique, parce que c'est à cette époque de l'année que tournent les centrales qui permettent de chauffer les gens. Donc là, pour un coup, c'est pour un besoin local, hein. C'est pas pour le chauffage des Occidentaux ou de la ville occidentale. Mais il y a tellement de pollution qu'en fait, on ne voit pas le ciel pendant 6 mois. Et c'est à la fin de l'hiver, quand on éteint les centrales à charbon, que à ce moment-là, le nuage se dissipe. Et on me racontait que les gens prennent le soleil en photo avec leur téléphone portable. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a des enjeux qui sont absolument colossaux en Chine, notamment autour de la pollution des villes, qui outrepassent totalement ce qui peut se passer chez nous. Les Chinois, quand ils viennent à Paris, la première chose qu'ils disent « on voit le ciel ». Donc voilà, sans nier la pollution ici, je crois quand même qu'on a fait beaucoup de progrès par rapport à ce que je peux voir dans d'autres pays. Je suis désolé, je vais résolument être optimiste. J'ai 2 remarques. D'une part, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau. La ville numérique nous permet d'avoir une plus grande acuité, une meilleure acuité de notre environnement, de pouvoir partager, de pouvoir informer les habitants de la réalité de leur environnement. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai l'impression qu'on est en train de faire le procès du numérique et pas nécessairement de la ville numérique. Enfin, je veux dire, tous les malheurs que vous nous décrivez, dont on doit prendre conscience, j'ai l'impression qu'une application comme Candy Crush a beaucoup plus d'influence que les quelques petits serveurs et les quelques petits senseurs qu'on a mis en place sur la ville numérique. Il faut proportion garder. Tous les malheurs qui sont réels, que vous mesurez, ils viennent d'une transformation, d'une révolution mondiale qu'on constate. La ville fait partie de ça, mais n'est pas responsable. Et je pense qu'au contraire, encore une fois en étant résolument optimiste, on peut utiliser ces outils qui ont quand même un certain nombre de vertus pour essayer d'améliorer notre environnement. D'abord là où on se trouve, et peut-être idéalement demain, dans ces pays, et qu'on puisse faire un usage plus raisonné et se dire qu'un téléphone portable, ça peut être plus utile pour sa mobilité, pour ses liens sociaux, même si je rejoins M. Bornarel, c'est pas une fin en soi, que de l'utiliser pour jouer à Candy Crush. J'ai rien contre Candy Crush. Cécile ? Oui, juste un point. Ce qui est décrit en Chine, c'était Londres avant le Clean Air Act de 1956. Enfin, je veux dire, nos villes européennes, c'était ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer non plus ce qui est en train de se passer en Chine en matière de recherche technologique, en matière de volonté de sortir du charbon. Bon, ils ont beaucoup de charbon pas très cher sous leurs pieds,
mais quand même, ils travaillent, enfin, c'est absolument phénoménal aussi l'effort de transition qu'est en train de faire la Chine. Donc on n'est pas dans un paysage figé, les dynamiques à l'œuvre sont extrêmement puissantes et comme l'a dit Guillaume Pitron, l'enjeu environnemental en Chine est tellement important parce que derrière c'est un enjeu de stabilité politique, donc dans un pays comme la Chine c'est important, qu'il est pris à bras le corps. Je pense qu'il ne faut pas avoir dans l'idée qu'ils ne font absolument rien. Si vous allez sur la Chine côtière, vous êtes dans une ville, dans une ville telle qu'on les connaît, et la classe moyenne aujourd'hui en Chine, c'est quasiment de la taille de la population européenne, je pense. Et la Chine est le premier producteur mondial d'énergie verte. Gardez le micro, Cécile. On passe directement à la 4e session sur la question prospective. Comment on peut penser la ville d'après-demain? Vous m'avez fait part de vos doutes, de 2 doutes en particulier. Est-ce que vous pouvez les exposer? Alors, je vais peut-être en ajouter un 3e. Le premier doute, c'est la ville de demain, c'est déjà compliqué. La ville d'après-demain, je peux avoir une petite réticence. Je vais répondre à la question. C'est pas une manière de ne pas répondre à la question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ça nous entraîne à une certaine paresse. C'est-à-dire qu'on a des gros sujets à résoudre pour la ville de demain, transition écologique, on a parlé des sujets bâtimentaires qui sont lourds, des sujets de mobilité. Et par moments, je me dis que quand on parle de l'après-demain, c'est aussi une manière de dire c'est tellement compliqué demain qu'on va se projeter encore. C'est un peu une pensée de l'utopie urbaine qui a toujours existé, mais qui permet de mettre un peu la poussière sous le tapis. Donc ça, c'était ma première réponse. Alors, moi, les deux sujets de tension que je vois sur cette ville d'après-demain, parce que je vais quand même répondre. Première tension, vous avez dit tout à l'heure effectivement que la Smart City, c'est une ville plus compacte, plus dense, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre en ville. Et que le sujet, c'est pas de reproduire ces modèles d'étalement urbain qu'on a construits dans la civilisation de la voiture. Et là, je vois une tension parce que quand vous interrogez les gens, si on veut construire une ville centrée sur les personnes, eh bien, la ville densifiée, c'est absolument ce qui est rejeté. C'est-à-dire que là, il y a un énorme travail de pédagogie et de réconciliation à faire entre une ville hyper optimisée qu'est la Smart City, une ville plus compacte, peut-être une ville plus verticale aussi, et un ressenti qui est totalement inverse. Ça, c'est un premier point de tension sur lequel il va falloir travailler. Deuxième point de tension, c'est que, et c'est très lié à ça, je parlais de l'après-demain et de la paresse, on parle beaucoup de véhicules autonomes et il y a beaucoup d'argent qui s'investit dans le véhicule autonome. Or, l'autre jour, nous recevions à la Fabrique de la Cité l'un des fondateurs de Waymo. Donc Waymo, ils font des expérimentations de véhicules autonomes à Phoenix, aux États-Unis. Et quand on lui pose la question de quelle forme de ville ça va dessiner ce véhicule autonome, il vous dit à la fois ça va être un centre urbain plus dense, c'est-à-dire que tout un tas d'espaces qui étaient dévolus à la voiture, mobile ou immobile, on va pouvoir les consacrer à autre chose. Et puis en même temps, comme le trajet ne sera plus un problème, on pourra faire plein d'autres choses pendant le trajet, jouer à Candy Crush ou travailler, et bien on va pouvoir vivre plus loin. Donc c'est la pyramide de sable, c'est-à-dire vous mettez du sable, donc là ça augmente, mais ça s'étale de plus en plus. Et là je vois pas trop comment c'est compatible avec la ville de la transition écologique, parce que la ville de l'étalement urbain, c'est une ville où par exemple les logements aussi sont plus grands, donc des logements plus énergivores. Donc en termes de sobriété, là l'équation boucle pas. Voilà, moi c'est deux interrogations que j'ai sur cette ville d'après-demain. Et Confluence après-demain? C'est une question effectivement très, très difficile. On a une vision à peu près de ce qui va se passer dans 6 mois. Je parle du numérique, pas du projet urbain en tant que tel. Au-delà de 2 ans, on ne sait pas. On ne sait pas si la question de la ville intelligente, de la Smart City, ne va pas être raflée par un des GAFA, et puis tout le travail qu'on aura, nous, petit David, essayé de mettre en œuvre face à Goliath, ne va pas être complètement éradiqué, mais il faut quand même essayer. Pardon ? David a gagné, j'espère bien. On va essayer avec notre fronde. Sur la question de la densité, puisque Confluence, c'est un territoire qui est résolument dense, et comment est-ce qu'on
arrive à rendre attractive cette densité, on essaye d'apporter un certain nombre de réponses. La densité, ça permet aussi de dégager des espaces publics, des espaces verts dans lesquels on introduit de la biodiversité, on rend la ville marchable, on rend la vie plus attractive, des liens sociaux plus forts. La couche numérique n'est qu'une couche qui vient ajouter à ce système. Et encore une fois, je crois que j'ai commencé par ça, donc je conclus par le même propos. Il n'est qu'au service d'une politique, d'une stratégie, d'une vision. Et donc c'est à nous de choisir ce qu'on doit en faire. Et sur Confluence, on essaye de le mettre au service de la qualité de vie et du développement durable. Oui. Il y a un géographe qui parlait de gradient d'urbanité. Donc je crois aussi que le numérique peut servir ce gradient d'urbanité. Je le cite, c'est Michel Lussot, il est lyonnais. Est-ce que, Monsieur Alix, vous pouvez nous parler de quelque chose qui a complètement été occulté du débat, alors qu'on est aux 7e rencontre nationale du bâtiment durable? C'est l'impression 3D des bâtiments. Est-ce que dans 20 ans, il n'y aura plus de maçons, d'ouvriers? Est-ce que tout sera imprimé? Là, j'ai le sentiment que, quelle que soit ma réponse, ça ne va pas être bon. Je suis là pour ça. Hein. Oui, ben, je ne sais pas trop quoi vous dire, en fait. Non, mais quel est l'avenir de l'impression 3D des bâtiments? Parce qu'on en parle beaucoup. Là, pas dans cette table ronde, mais je pense que c'est quand même... On peut se projeter à 20 ans par rapport à ça. Alors, il y a des expériences, notamment chinoises, hein, pour les premières, les toutes premières. Bon, on a l'impression de la pâte à choux qu'on étale avec effectivement un grand portique, et on a du mal à voir comment tout ça va pouvoir faire une maison, ou un bâtiment. Il y a d'autres expériences qui s'approchent plus de la nature, mais bon, non, je pense que on est dans le domaine de la recherche. Je pense que l'impression 3D, je sais que c'est factuel, va permettre effectivement, j'allais dire, de préfabriquer. Donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Ça ne sera probablement pas in situ, on y arrivera peut-être, mais par rapport à ce qui nous est proposé aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas, à l'échelle d'autres pays, d'autres territoires. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, alors c'est pas une vision qui plaît à tout le monde, mais c'est vrai que si on peut imprimer, j'allais dire ailleurs, alors après, on retrouve toujours dans les travers. C'est-à-dire que les murs, il va falloir les amener in situ, etc. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Non, pour conclure, au niveau du numérique et de la ville de demain, pour être IC1 et l'avoir subi il n'y a pas très longtemps, ça questionne. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Parce que c'est vrai que voilà, là aussi, ça pose un vrai problème. Donc à l'échelle de 2 ou 3 quartiers, on voit déjà ce que ça peut provoquer. J'entends aussi une forme de panique chez certains, des plus jeunes et des moins jeunes. Le portable, comment on fait pour le recharger? Et de surcroît, effectivement, si on n'a pas d'amis, s'il n'y a pas de lien social, si on n'a pas un endroit où aller, effectivement, tout du moins dormir, manger, etc. Peu importe, oui, voilà, on est dépendant aussi, j'allais dire, de l'énergie, et je ne sais pas comment on va pouvoir gérer tout ça. Voilà. Oui, on espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, on est dépendant de l'énergie, on espère aussi peut-être qu'il n'y aura pas de coupure d'approvisionnement en métaux rares. Est-ce que finalement, dans 20 ans, la France pourrait être autonome ou autosuffisante en métaux rares? Non. Pas du tout. On a laissé partir tout ça. Question ouverte. Hein. Non, on continuera à aller s'approvisionner à l'étranger. La question, c'est pas est-ce qu'on aura chez nous, parce que je vois pas le truc venir. En revanche, est-ce qu'on aura sécurisé des approvisionnements ailleurs? Parce que faut savoir que la Chine tient les minerais aujourd'hui. La Chine a l'essentiel de la production de ces terres rares et du gallium et du bismuth voilà. Donc en fait, la question demain, c'est que la Chine souhaite garder ses matières pour elle-même, pour développer ses propres technologies. Et puis nous n'achèterons plus le minerai aux Chinois. De toute façon, nous ne l'achèterons plus aux Chinois. Maintenant, on achète les composants et puis le produit fini avec le minerai à l'intérieur. Donc la valeur ajoutée, c'est vrai pour la voiture électrique, par exemple, en train de partir en fait vers l'Asie et en particulier vers la Chine. En revanche, ce qu'on peut espérer, c'est avoir développé des partenariats avec l'Amérique latine, par exemple, pour aller sécuriser certaines ressources. Alors je sais, vous allez me dire, c'est paradoxal, vous continuez de délocaliser la pollution. Moi, j'aimerais bien que ça puisse revenir en France pour qu'on ait cette responsabilité-là de dire au moins assumons ce fardeau, mais je ne pense pas que c'est demain que ça arrivera. Je n'allais pas le dire ça, mais merci de me prêter cette intention. Mais par contre, vous parlez dans votre livre de la possibilité de recycler, ou plutôt presque de l'impossibilité de recycler parce que c'est très difficile à désallier.
Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus ? De toute façon, le recyclage, et l'économie circulaire en général, c'est la clé. Et s'il y a peut-être une transition à faire, parmi les autres, c'est aussi celle-ci. Parce que de cette transition dépend l'efficacité des autres transitions. Aujourd'hui, nous recyclons assez mal toutes ces matières premières rares parce qu'elles interviennent sous forme d'alliage dans les technologies, donc elles sont mélangées à d'autres. Donc c'est absolument pas éco-conçu en fait de fabriquer des alliages parce que les désalliés c'est très compliqué, ça coûte très cher et c'est toujours moins cher d'aller chercher les minerais à la mine plutôt que d'aller s'approvisionner auprès du recycleur. Donc il faudrait effectivement être capable de développer des processus industriels, techniques qui permettent de rendre ce recyclage plus rentable. Après, il suffit que le prix du cobalt explose, ce qui a été le cas ces derniers mois, pour rendre le recyclage rentable. C'est aussi le marché qui décide de ça, pour qu'on ait intérêt à recycler. Il faut savoir que les Chinois stockent les batteries de lithium-ion avec du cobalt à l'intérieur pour le jour où ils auront un modèle économique rentable. Nous stockons rien de tout ça. Tout ça, ça repart. On ne sait même pas où ça va, mais en revanche, les Chinois, eux, stockent. Alors, ça fait des gigantesques entrepôts que j'aimerais bien aller visiter à l'occasion d'un prochain reportage. Et eux, ils savent qu'un jour, ce sera rentable. Et ce jour-là, ils auront la matière et elle sera intéressante pour eux à recycler. Donc, demain, c'est ce qu'il faudrait que nous fassions, évidemment, parce que ça a un impact positif de recycler la matière, de la conserver le plus longtemps possible dans les cycles économiques. Ça a un impact en termes d'analyse de cycle de vie, et déjà les analyses de cycle de vie tiennent compte de ce recyclage des matières ou du réemploi des batteries lithium-ion pour dire finalement telle technologie est moins polluante qu'on ne le croyait. Voilà, le gouvernement en mai 2018 dit cette phrase très belle dans la feuille de route économie circulaire: si le XXe siècle a été le siècle des gains de productivité sur le travail, le XXIe siècle sera le siècle des gains de productivité sur les ressources. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que finalement la Chine pense à beaucoup plus long terme que l'Occident ? C'est terrible, mais c'est fou de voir à quel point l'approche chinoise est intelligente et long-termiste. Alors, ils n'ont pas le problème de l'élection à la prochaine. Ben oui, mais voilà. Alors ça fait pas de moi, j'ai aucune envie de vivre en Chine avec l'état de surveillance actuel, mais il faut quand même reconnaître que d'un point de vue strictement industriel, ils sont capables de penser avec des plans quinquennaux, avec une vision à 25 ans qui est impressionnante. Et il faut reconnaître que si la Chine a si bien réussi sur le plan industriel, pas sur le plan environnemental, c'est aussi parce qu'il y a cette capacité de projection que, objectivement, nous n'avons plus en France. Maxime Valentin, Edialix parlait des difficultés à expérimenter l'impression 3D in situ. Vous êtes un territoire expérimental. Est-ce que vous avez tenté l'opération ? Non, on fait de la terre crue. Visiblement, ces applaudissements terminent cette table ronde. Même à moins qu'il y ait quelques questions, il y en a une là-bas au fond. Il y en a une autre devant. Oui, donc on est loin d'avoir. On n'a pas fini le débat, je crois. Alors allons-y, si on nous le permet. Il est 39, on nous avait laissé jusqu'à 40. Voilà, allez, on a 2-3 questions. Je vois, il y a une main qui se lève là-bas. Monsieur, vous n'oubliez pas de vous présenter. Oui, Dequelin Christophe, artisan et représentant de la CAPEB Bretagne. Donc justement, je voulais parler de la cité que vous parlez très très bien de la cité, mais avec un petit peu de réflexion, on s'aperçoit que tout le monde va prendre des vacances dans des très jolies régions de France et qu'il y a encore des maisons dans ces régions de France qui appartiennent à vos gens qui sont dans vos villes. Est-ce que vous prenez en considération les coûts carbone, les coûts de ces édifices qui sont dans nos campagnes? À qui s'adresse la question? Là, ça s'adresse parce qu'on est en train de parler du bâtiment durable, et c'est vrai que quand on voit les quantités de maisons qui sont inoccupées dans nos campagnes et qui appartiennent aux gens des villes, c'est un peu du gâchis. On va peut-être prendre une deuxième question dans la foulée pour laisser réfléchir les intervenants qui se décident. Et il y a monsieur qui s'agite là, voilà. Là, on ne vous oublie pas, c'est la question. Elle a l'air bien, elle est intéressante celle-là. Hein. Ah, comme ça vous laisse le temps de cheminer. Et oui, on va venir vers vous. Véronique, voilà, il y a monsieur là et puis le monsieur au fond, voilà. Donc ça fera 3, on fera une série de questions comme ça. Alors, je vais prolonger ce qui vient d'être dit. Philippe Pelletier, plan bâtiment durable. 2 idées prospectives. La première, il n'est pas imaginable pour moi qu'on ait une réflexion centrée sur la ville de demain
en laissant de côté les 15% de personnes qui ne seront pas dans cette ville et qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans le discours qu'on tient parce qu'on ne parle pas d'eux. Et c'est là où se trouve la précarité énergétique dans ces territoires ruraux et périurbains. Je pense qu'il faut en même temps s'occuper de la ville durable et s'occuper de ces territoires, ce que le ministère de la Cohésion des Territoires essaye pour le moment vainement encore de faire en France. La deuxième idée prospective, on a un sujet d'acculturation à la densité qui n'est pas réglé en France. La perception de la densité est parfois complètement erronée. Des personnes dans un grand ensemble social, donc ensemble de logements sociaux, considèrent qu'il est très dense, alors qu'il est généralement bien moins dense que le 16e arrondissement de Paris, où l'idée de densité est absente de ses habitants. Donc on a la perception et la réalité de la densité ne vont pas ensemble. C'est signe que ce n'est pas seulement la densité qui est en cause, et il faut arriver à trouver quels sont les éléments qui permettent de rendre vivable une ville plus dense dont on a besoin. Voilà, alors il y avait le monsieur toujours là. Levez-vous comme ça, voilà. Sinon vous allez partir tout frustré. Après, n'oubliez pas de vous présenter. Ce sera la dernière question, puis vous êtes mis d'accord sur peut-être des éléments de réponse. Allez-y, monsieur. Jean-Christophe Vizier, je suis directeur énergie-environnement au CSTB et je serai directeur de la prospective bientôt. Félicitations. Sur ces aspects prospectifs, on a beaucoup parlé technologie et je voulais avoir votre avis sur des aspects liés à l'usage qui sont en train d'apparaître. Première chose, il y a une loi qui est passée, qui est la loi du droit à la déconnexion. Et on voit que dans la vision du numérique, on voit qu'à la fois je suis un fanat du smartphone, et en même temps, je commence à me poser des questions de méditation. On voit bien qu'il y a des sujets qui sont en train d'apparaître, de comment je vis à la fois connecté, mais en même temps dans autre chose. Premier point. Un deuxième point, pour aller vers monsieur de la CAPEB, c'est la question du nomadisme. On voit bien que le fait de vivre dans une ville dense, ça nous amène aussi à du nomadisme. Et quand on voit le nombre de résidences secondaires qu'il y a en France, on voit que cette notion de « je vis à un seul endroit », est peut-être en train d'évoluer. Ça se traduit à la fois par les gens qui vont à l'autre bout du monde, mais aussi les enfants qui passent d'un endroit à l'autre. Et donc là, il y a des aspects d'usage qui sont en train de se passer, qui sont peut-être assez forts. Le troisième, et je m'arrête, c'est sur le plan de la démographie. Quand on regarde la pyramide des âges française et quand on fait des stats là-dessus, en gros, on va garder la même pyramide des âges que ce qu'on a aujourd'hui, mais on va lui rajouter 2 étages de personnes plus âgées. Donc ces 3 trucs-là, dans un aspect prospectif, il me paraît important de ne pas parler que de techno, quoi. Alors, tout à fait. Des petites réponses assez synthétiques, parce que j'ai 2 éléments d'information à vous communiquer après. Alors, vous savez que je suis attentif au timing. Est-ce que je peux me permettre de répondre? Finalement, j'ai rien dit. Permettez-vous, bah voilà. C'est bien, vous prenez vos responsabilités. Allez. Alors, sur la question, c'est le géographe qui parle, donc. Sur la question des maisons secondaires, c'est une réalité. Mais plutôt, c'était une réalité. Notamment, toutes les maisons secondaires qui ont été construites dans le cadre du MIALR, Mission interministérielle d'aménagement de Languedoc-Roussillon, autour des 7 unités touristiques que vous connaissez sans doute. Aujourd'hui, elles se repeuplent très très vite. Et justement, je boucle sur votre argument, hein. Tout simplement parce que les gens qui ont acheté ces maisons secondaires étaient des actifs et désormais ils sont retraités. Donc il y a un phénomène héliotropique très fort qui vient repeupler et redonner aussi un intérêt à ces espaces. Alors c'est pas partout, bien sûr, il y a des maisons secondaires un peu plus diffuses comme ça, où effectivement ce sont des maisons inoccupées. Mais en tout cas, voilà, il faut reconsidérer cette question, y compris d'un point de vue prospectif et à plus long terme encore. D'ailleurs, il faudra bientôt penser effectivement à des centres pour effectivement les âges avancés, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. Sur la question, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Dis donc, c'est vous qui répondez. Hein, oui, donc, sur la question de sur le téléphone, parce que sur la question de la déconnexion. Voilà, la déconnexion. Ouais. Alors, il y a Francis Jorégui-Berry qui travaille beaucoup, qui est un sociologue des usages du numérique, qui travaille beaucoup sur la déconnexion.
Et bon, là aussi, c'est un sujet qui est largement en débat. On pourrait rajouter aussi la question des électrosensibles dont on n'a absolument pas parlé et qui risque de se poser dans les 10-15 ans à venir. Déjà, elle se pose pour quelques individus. C'est des gens qui ne supportent plus les ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est une vraie question aussi de débat prospectif à tenir parce qu'on sait bien qu'il va y avoir de plus en plus d'ondes électromagnétiques et la table ronde n'a cessé de parler de ça finalement en creux. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, la pyramide des âges, on en a parlé un petit peu. Effectivement, ça permet pour le moment de repeupler ces maisons secondaires en définitive. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je crois qu'on peut féliciter et remercier nos intervenants. Notre animateur, c'était particulièrement riche. Et je sais que vous allez pouvoir...